Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Mew. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo spéciale. Cette vidéo est déconseillée aux moins de 12 ans, elle peut heurter la sensibilité de certaines personnes. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous intéresse, si vous aimeriez que j'en fasse d'autres. En l'occurrence, je trouve ça super intéressant. Je suis loin d'être un professeur d'histoire, d'être un profiler. Je suis juste quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime les histoires et qui aime vous faire partager ça au travers de ces vidéos. Nous allons parler de l'un des plus célèbres assassins, meurtriers, psychopathes de ces 100 dernières années en France. Bienvenue dans l'histoire de Petiot. André-Henri Félix Petiot, surnommé le Docteur Petiot, est né le 17 janvier 1897. Il a été guillotiné le 25 mai 1946 à Paris. Il s'agit d'un médecin, criminel et homme politique français. En 1946, il est condamné après la macabre découverte à son domicile parisien des restes de 27 personnes. Dès son plus jeune âge, il manifeste une grande intelligence. À 5 ans, il lit comme un enfant de 10 ans. Il fait preuve d'une grande précocité, mais il manifeste également des signes de violence. De ce que disent les témoignages, il envoyait des photos et des images obscènes en cours, tirait au pistolet à la carabine sur des chats, ou carrément à en étrangler après en avoir ébouillanté au niveau des pattes certains. Alors bien évidemment, ces témoignages sur sa délinquance précoce ne sont pas attestés ni prouvés et ont pu tout simplement être inventés pour et par un public friand de ces faits divers. À 17 ans, il est déjà condamné après avoir dégradé, ouvert et fracturé des boîtes aux lettres pour y lire leur contenu et non pas pour les voler. Il n'est pas condamné. Un psychiatre, en effet, l'avait déclaré étant inapte à être jugé. Il estimait qu'il avait une personnalité qu'on qualifierait aujourd'hui comme étant bipolaire. Abandonnant ses études de médecine pendant la Première Guerre mondiale, il devance l'appel et s'enrôle dans l'armée le 11 janvier 1916. Moins d'un an après, il se fait blesser à la grenade et il fut accusé de vol de couverture dans l'hôpital où il se faisait soigner. Il fait son premier séjour en prison militaire à Orléans, avant de se faire transférer au service psychiatrique de cette prison. Là, les psychiatres le déclarent neurasthénique, déséquilibré mental, paranoïaque et sujet aux phobies. Il est tout de même renvoyé au front en 1918 et se blesse une nouvelle fois. Cette fois-ci, il est réformé pour troubles psychiatriques. En effet, le 18 juillet 1923, une commission conclut à une psychose mélancolique, une obsession de persécution et une démence précoce. Les anciens combattants bénéficient d'un accès facile et rapide aux études, ainsi que d'une procédure accélérée. Il obtient en 3 ans seulement, à la faculté de médecine de Paris, son diplôme, avec une mention très bien. En 1922, il ouvre un cabinet médical à Villeneuve-sur-Yonne. Il devient rapidement populaire en offrant des vaccinations et des consultations aux plus indigents. Il se fait également remarquer pour des tendances à la kleptomanie. En 1925, il est élu conseiller municipal pour finir maire en 1926. À plusieurs reprises, son avocat lui évite des peines de prison fermes. Révoqué de son mandat de maire en 1931, il se fait élire en tant que conseiller général, mais il est définitivement privé de tout mandat électif en 1934 pour avoir trafiqué son compteur électrique. Dès ce moment, plusieurs affaires inexpliquées surviennent et suscitent des rumeurs. La disparition de sa bonne et l'incendie d'une usine où travaillait la patronne de l'entreprise. Poursuivi par la justice pour divers délits, il part s'installer à Paris. À son arrivée à la capitale, Petiot ouvre son cabinet médical juste au-dessus d'un magasin de piété. Son entreprise
est de plus en plus connu, surtout avec les actions de communication dignes d'un charlatan, pour s'attirer les patients souffrant des maux les plus divers et variés. Il vante sa méthode d'électrothérapie. Il se prétend également professionnel et spécialiste dans la désintoxication. Cela lui permet de délivrer des ordonnances bidons à des toxicomanes sans risquer d'être interpellé pour trafic de stupéfiants. En 1936, il est arrêté pour vol à l'étalage dans une librairie et il affirma à ses juges qu'un génie ne se préoccupe pas des choses matérielles. Déclaré aliéné mental, il échappe à la prison mais est interné d'office pendant 7 mois. La question sur son état mental se pose alors. Est-il fou ou a-t-il simulé la folie pour éviter la prison à de nombreuses reprises? Un premier expert psychiatre le déclare délirant et irresponsable. Quant à un second qui déclare avoir affaire à un individu sans scrupules, dépourvu de sens moral. Rendu à la liberté en 1937, il reprend librement ses consultations. Le 11 août 1941, Petiot acquiert un hôtel particulier à Paris. Il y réalise alors d'importants travaux. Il fait surélever le mur mitoyen pour éviter le vis-à-vis et transforme les communs en cabinet médical. Lors de fouilles ultérieures, la police découvrira une cave intégralement aménagée, comportant des doubles portes, une pièce triangulaire équipée d'un judas pour contempler l'agonie de ses victimes après leur avoir administré une dose mortelle de gaz ou de poison sous prétexte d'un vaccin, ainsi qu'un puits de chaux vive. À partir de 1942, il propose un passage clandestin pour l'Argentine pour toutes les personnes craignant d'être capturées par la Gestapo. Les candidats à la fuite sont invités à se rendre chez lui en pleine nuit avec valise comportant argent, bijoux et argenterie. Sous le nom de Dr Eugène, il recrute 2 rabatteurs, un coiffeur ainsi qu'un artiste de music hall. Les prétendants au voyage disparaissent mystérieusement sans laisser de traces et sans atteindre l'Amérique du Sud. Pas même le certain Ivan Dreyfus, un prisonnier envoyé par la Gestapo elle-même pour infiltrer ce réseau. Une première victime disparaît le 2 janvier 1942. Il s'agit de Joachim Guschinow, un fourreur juif voisin de Petiot. Visant d'abord les personnes seules ou isolées, Petiot propose à viser des familles entières, leur proposant des tarifs de groupe. La grande majorité des victimes sont des victimes juives, mais encore des mafieux ou des malfrats désirant se faire oublier de la Gestapo. Parallèlement, d'autres personnes connaissant ce fameux docteur et risquant de le dénoncer disparaissent mystérieusement, également sans laisser de traces. Le 11 mars 1944, les pompiers sont appelés par des voisins, incommodés par des odeurs pestilentielles provenant d'une maison à l'abandon. Les pompiers fracturent une fenêtre, rentrent à l'intérieur. Ils sont vite alertés par le ronflement et les émanations d'odeurs venant d'une chaudière dans le sous-sol. Descendus à la cave, les pompiers assistent à une scène effroyable. Ils découvrent sur le sol des corps dépecés, dont certains brûlent dans une des 2 chaudières, d'où sort une fumée et une odeur nauséabonde. Plusieurs versions de ce qui se passa juste après existent, mais quoi qu'il en soit, Petiot se volatilisa dans la nature. Lors de perquisitions ultérieures, la police découvre, au fond de la cour, dans un débarras, des dizaines et des dizaines de cadavres rongés par la chaux dans l'ancienne fosse septique, ainsi que 72 valises et plus de 650 kilos d'objets divers, dont 21 manteaux de laine, 90 robes, 120 jupes, 26 sacs à main, 28 complets d'hommes, 33 cravates, 57 paires de chaussettes, 43 paires de chaussures, ainsi qu'une culotte et un pyjama d'enfant. En fuite,
Petiot s'engage dans les forces françaises de l'intérieur, sous le nom de capitaine Valéry. Devenu médecin-capitaine, il est affecté à la base de Reuilly, où il est devenu le docteur Waterwald, officier de sécurité militaire chargé de l'épuration des traîtres et des collaborateurs. À la Libération, un mandat d'arrêt est émis contre lui, mais il reste totalement introuvable. En septembre 1944, Jacques Yonnet, lieutenant à la DGER, publie dans le journal Résistance un article provocateur intitulé « Petiot, soldat du Reich ». Imprudent, Petiot utilise son droit de réponse. En adressant une lettre manuscrite, écrite à la main, il tombe dans le piège de cet agent. En effet, ce journal ne fut distribué qu'à Paris et sa banlieue. La police en déduit qu'il se cache à proximité au sein même de la résistance. Elle compare son écriture, facilement identifiable, à celle de tous les officiers FFI parisiens. Finalement, il se fait arrêter fin octobre 1944 par l'inspecteur Henri Soutif et on y trouve dans ses poches un pistolet 9 mm, une carte des milices patriotiques, ainsi que plusieurs cartes d'identité. L'enquête mettra à jour la complicité de son frère, de sa femme, de sa belle-fille, de sa maîtresse, ainsi qu'un marchand de vélo chez qui l'on retrouva des dizaines de valises. Petiot, que la presse surnomme Docteur Satan, fut jugé seul du 18 mars au 4 avril 1946. Il lui est reproché d'avoir commis entre 1942 et 1944 27 assassinats, dont ceux de 12 juifs et de 4 proxénètes, accompagnés chacun de leurs prostituées. Dès le deuxième jour du procès, Petiot revendique 63 meurtres et il affirme qu'il s'agit de cadavres de traîtres, de collaborateurs et d'Allemands. Jusqu'au bout, il prétendit avoir tué pour la France. Toutefois, il restera incapable d'expliquer pourquoi il y avait un pyjama et une tenue d'enfant chez lui. Durant les auditions, plusieurs experts passèrent à la barre pour l'examiner, vérifier ses troubles mentaux, et à la surprise générale, aucun trouble mental ne lui fut diagnostiqué. Ils en conclurent donc à sa pleine responsabilité. Malgré la plaidoirie de 6 heures de son avocat, Petiot fut condamné à mort pour le meurtre de 24 personnes. Le 25 mai 1946, il est guillotiné dans la cour de la prison de Santé, dans le 14e arrondissement de Paris. Il est ainsi le premier condamné de droit commun guillotiné après la Libération. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à activer la cloche, à me laisser un petit pouce bleu, également à me laisser des gentils commentaires, j'y réponds constamment. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!